Je suis directeur de recherche au CNRS et donc mon domaine de spécialité c'est l'intelligence artificielle et plus particulièrement le traitement automatique des langues. Et depuis quelques années, nous avons créé à Marseille et à Aix une fédération de laboratoires, un institut Convergence qui travaille sur les bases cérébrales du langage, qui est vraiment mon domaine de recherche aujourd'hui. Vous dites que la perception d'un mot, d'une action, active dans le cerveau les mêmes zones. Alors est-ce qu'on peut expliciter pourquoi Il y a beaucoup de travaux qui ont été conduits là-dessus, y compris au sein de notre institut, dans notre laboratoire, qui montrent que lorsque on utilise un verbe d'action, le cortex moteur qui correspond à cette action s'active dans le même temps. On a fait des expériences, des collègues ont fait des expériences en réalité virtuelle qui montrent également cette même activation des zones cérébrales, qui montre cette intrication en quelque sorte entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ce qui est assez déterminant pour comprendre ce qui se passe, notamment pendant une interaction. Ce ne sont pas les mêmes réseaux pour le langage et pour l'action, c'est des réseaux différents. C'est quelque chose qu'on retrouve assez systématiquement dans le cerveau. Il y a plusieurs zones qui peuvent s'activer, ce qui ne veut pas dire qu'on effectue les gestes, qu'on effectue de façon motrice ce qui a été activé, mais ces zones-là sont toujours activées en parallèle. Vous savez, le cerveau est plein d'air et plein de connectivités qui s'activent de façon parallèle, à la fois pour le contrôle moteur, mais également pour le contrôle cognitif. On ne parle plus de zones dans le cerveau, mais plutôt de réseaux distribués. Hein. Ça se complète quand même. La question de la topographie reste malgré tout importante, mais effectivement, on parle beaucoup de connectivité en ce moment et d'autoroutes dans le cerveau qui nous expliquent comment se propage l'information et comment se traite l'information au travers de ces zones. Donc les deux sont désormais complémentaires. Et notamment, vous dites également que parler et écouter, ça induit une activité cérébrale similaire. On a de plus en plus de données qui nous montrent que lorsqu'on traite le langage, par exemple pendant une conversation, celui qui parle, le cerveau de celui qui parle fait à peu près la même chose que le cerveau de celui qui écoute. Alors que jusqu'à présent, nous pensions que ces deux traitements étaient totalement déconnectés. Aujourd'hui, de plus en plus qu'on constate, c'est qu'ils sont non seulement les mêmes, mais j'ai parlé tout à l'heure de connectivité et de zones, l'activité cérébrale est la même. C'est assez surprenant, mais c'est aussi enthousiasmant de voir que cette question de la similarité, de la synchronisation cérébrale, nous faisons, lorsque nous discutons, lorsque nous conversons, nous faisons la même chose. Et justement, le processus créatif, la création, ça va à l'encontre un peu de cette similarité et prédictabilité. C'est exactement ce qui se passe. La question de la prédiction est au cœur des questions qu'on se pose. Vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui est totalement basée sur cette prédictibilité grâce aux données qu'on acquiert. Et donc ce que nous faisons, c'est montrer comment cette prédictibilité s'inscrit dans le cerveau. Et en fait, on dit que le cerveau est un organe prédictif. Nous sommes sans cesse en train de prédire les stimuli qui vont arriver. Par exemple, dans mon dos, il se passe quelque chose. Je prédis ce qui se passe de la même façon que je prédis la prochaine question que vous allez me poser, ce qui me permet d'anticiper ces choses-là. Et la création, le processus de création, consiste en grande partie à perturber cette prédictibilité. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, sur l'art et sur la perception de l'art moderne, comment la perception de l'art moderne joue en quelque sorte sur cette transgression de la prédictibilité. Finalement, tout ça, c'est relié à ce qu'on appelle les travaux sur la synchronisation, hein, qui sont en train de démarrer. Alors, la synchronisation cérébrale, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe lorsque deux personnes sont en interaction. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est des travaux qui sont déjà qui remontent à longtemps. Vous savez, de la théorie des neurones miroirs. Hein. Lorsque quelqu'un effectue quelque chose, celui qui observe la personne qui produit l'action a une activité cérébrale qui est comparable. Et cette similarité, cette synchronisation, on la constate non seulement dans les tâches jointes, lorsque deux personnes doivent faire la même chose, mais nous travaillons, nous, sur la démonstration que ce phénomène-là se produit également via le langage pendant une interaction conversationnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire. C'est un domaine de recherche, une question de recherche qui est toute nouvelle, que nous abordons avec mes collègues à Aix-Marseille. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans cette recherche? L'intelligence artificielle s'appuie sur cette question de réseau de neurones, qui était au début de l'IA plus une métaphore qu'autre chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes capables de montrer qu'on peut faire ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire une projection entre le fonctionnement d'un réseau de neurones artificiels et ce qui se passe effectivement dans le cerveau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'IA s'appuie totalement sur la prédictibilité qu'on apprend grâce aux données, au volume de données qui permettent de reproduire tous les comportements, et notamment le langage.
langage. Et donc ce qu'on fait, c'est avec les réseaux de neurones artificiels, on essaie de voir si ces réseaux de neurones nous apprennent quelque chose, sont capables de modéliser, en tout cas de nous apprendre quelque chose sur les réseaux de neurones biologiques qui sont dans notre cerveau. Et de plus en plus de résultats montrent qu'on peut trouver des correspondances entre ces deux approches. Donc l'IA est aujourd'hui un outil qui dépasse la simple reproduction de ce qu'on peut faire, mais un outil qui nous permet d'une plateforme d'expérimentation en quelque sorte, qui nous permet de manipuler des variables très très fines et qui vont pouvoir être explorées au niveau cérébral. Qu'est-ce que vous en pensez de cette aide possible de l'IA à la création artistique? Je ne suis pas artiste, mais je serais assez effrayé par la génération artistique par l'IA. Enfin, c'est une question qui se pose pour tout dans l'IA aujourd'hui. L'IA est un outil formidable, l'IA est capable de reproduire beaucoup de choses. C'est un outil et ça reste un outil. Qu'on puisse utiliser l'IA, c'est une évidence. Que l'IA soit capable de créer, ça c'est une toute autre question que personnellement à laquelle je suis totalement réfractaire. Ce que vous disiez sur le mapping entre les réseaux de neurones et les réseaux cérébraux, je connaissais les travaux de Jean-Rémy King et Charlotte Cocheteux, c'est un peu à ça que vous pensiez? Exactement ça. Jean-Rémy King d'ailleurs fait partie de l'institut que nous avons créé à Aix-Marseille et les travaux de Jean-Rémy vont exactement dans cette direction. En même temps que ces travaux-là, nous cherchons à comprendre en profondeur ce qui se passe dans les réseaux de neurones artificiels, donc ça c'est notre travail en intelligence artificielle, pour mieux comprendre les données également elles-mêmes. Parce que le mapping, on peut toujours le trouver, le mapping. Comprendre d'où il provient, c'est quelque chose de plus compliqué. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Stanislas Dehaene justement sur la compréhension du cerveau et de la conscience? C'est des choses que vous regardez également? Stanislas Dehaene fait partie du conseil scientifique de notre institut, donc c'est un small world, n'est-ce pas, un petit monde, et nous sommes exactement, évidemment, dans cette idée que pour étudier les bases cérébrales du langage, alors Stanislas Dehaene, ses travaux dépassent le langage, mais portent quand même une grande partie là-dessus. Pour étudier les bases cérébrales du langage, nous avons besoin d'une multitude de points de vue qui vont converger. Ces points de vue proviennent à la fois de la linguistique, nous avons besoin de modèles linguistiques, de théories linguistiques, à la fois de théories cognitives et de théories computationnelles qui vont se rassembler pour nous permettre de mieux explorer. C'est exactement la direction que prend Stanislas Dehaene et c'est ce que nous faisons à l'ILCV à Aix-Marseille.